Leur parade compte parmi les plus dynamiques, les plus éblouissantes et les plus invraisemblables de la nature. Il y a des fusées, des explosions d'étincelles et des projections de fumée bleue. Et des longues chaînes qui ressemblent à des lanternes japonaises s'étendant à perte de vue. C'est magique. Certains clignotent, certains étincellent. D'autres se contentent de luire. Mais on commence seulement à découvrir la plupart d'entre eux. Et soudain, voilà qu'il y en a partout au fond. Cachés dans les recoins les plus profonds, les plus sombres et les plus reculés de notre planète, ces créatures lumineuses n'aiment pas le devant de la scène. Mais lorsqu'on les étudie de plus près, on s'aperçoit que la lumière qu'ils créent est omniprésente. Si ce n'était pas important, on n'en verrait pas sur tout l'arbre du vivant. Aujourd'hui, les scientifiques poussent ces créatures mystérieuses et leurs parades extraordinaires sous le feu des projecteurs. Certains veulent même exploiter leur lumière et mettre à profit plusieurs millions d'années d'évolution pour améliorer notre propre espèce. Nous devons aller au fond des océans pour trouver ces animaux qui émettent de la lumière, afin de mieux nous comprendre nous-mêmes. Pour moi, il y a un lien magnifique. Il est temps de faire toute la lumière sur ces créatures. C'est un des ingrédients de base de la vie. Nous absorbons son énergie, nos horloges sont réglées dessus, nous en avons besoin pour voir. La lumière est si précieuse que nous l'avons apprivoisée pour la faire durer toute la nuit. Imaginez un monde sans elle. Mais tandis que nous maudissons l'obscurité, des milliers d'espèces ont développé une réponse plus éclairée. Sans brûler une once de combustible fossile. On appelle ça la bioluminescence, la lumière vivante. Depuis les vers luisants et les lucioles, jusqu'au plancton et aux méduses, elle illumine l'obscurité depuis des centaines de millions d'années. La bioluminescence éclabousse à peu près tout l'arbre du vivant. Elle est partout. Vous voulez survivre dans le noir? Faites de la lumière. Sur la terre ferme, l'obscurité ne règne que la nuit. Et seules quelques espèces ont développé des organes luminescents. Mais si vous descendez dans les profondeurs abyssales de l'océan, là où réside la majeure partie des animaux de la planète, vous verrez que c'est une toute autre histoire. Ici, c'est 90% des formes de vie qui scintillent. Je vais m'éloigner du mur et me diriger vers le large. Surface, ici Nadir. Notre profondeur actuelle approche les 100 mètres. Équipement de survie, OK. C'est pour cette raison que des chercheurs du Muséum américain d'histoire naturelle explorent les grands fonds de l'océan Pacifique Sud en quête de nouvelles créatures luminescentes. Je mets le moteur en marche. Ils ont traversé le monde pour plonger dans les eaux cristallines des îles Salomon. Ils veulent comprendre comment et pourquoi certains animaux ont appris à produire de la lumière
et espèrent parvenir à mettre leur bioluminescence à notre service. David Gruber est biologiste marin. À une centaine de mètres de profondeur, on entre dans une sorte de semi-pénombre. Environ 1% de la lumière pénètre jusque-là. Dès qu'on s'enfonce, on s'aperçoit que tous les poissons que l'on croise ont la capacité de clignoter et de communiquer en produisant leur propre lumière. Mais si la bioluminescence est courante dans cet environnement, elle n'en reste pas moins difficile à étudier, même avec un submersible. L'eau est trop sombre, les distances sont trop grandes et la lumière qu'émettent les animaux est trop imprévisible. Les conditions de travail sont déjà pénibles pour des biologistes marins, mais pour un neurobiologiste comme Vincent Piribone, c'est encore plus déstabilisant. Moi, je suis un rat de laboratoire. Donc je dois avouer que c'est vraiment effrayant pour moi d'être ici. J'essaie de conserver mon sang-froid et de me concentrer sur la mission, sans trop penser au fait que j'ai plusieurs tonnes d'eau au-dessus de moi en ce moment. Je suis là pour la science. Alors je continue. C'est un photophore. Cette expédition vise entre autres à développer une caméra plus performante en basse lumière. La bioluminescence sous-marine n'a été filmée que très rarement dans son élément. Nous avons acquis la plupart de nos connaissances en observant les animaux dans des réservoirs soigneusement éclairés à la surface. Le célèbre poisson pêcheur, par exemple, avec son appât lumineux. Ou le poisson vipère, harnaché de lumière, un des prédateurs les plus redoutables des abysses. En général, les scientifiques les attrapent dans des petits chaluts comme celui-ci. Bob, tu retournes le filet? Oui. Ok, merci. Puis, ils étudient leurs organes lumineux pour en comprendre le fonctionnement. C'est ce que tente de faire le biologiste John Sparks avec ce poisson vipère. Ils ont beau être très féroces, ils sont relativement petits. Ça, c'est un monstre pour cette espèce. Il y a plein de variétés différentes qui sont difficiles à distinguer. Je n'en avais jamais vu d'aussi gros. On en sait encore si peu. C'est frustrant. Il faut remonter les organismes en vie, c'est difficile. Et il faut photographier suffisamment d'espèces pour que ça ait du sens. Mais c'est compliqué pour nous de faire un vrai travail scientifique, parce qu'on a très peu de données. Ce que veulent savoir les chercheurs, c'est comment les attributs luminescents ont pu se répandre autant dans les abysses. Et pourquoi, dans un monde rempli de prédateurs, les animaux sont-ils prêts à dépenser une telle énergie pour s'illuminer et sortir du lot? Eddie Weider est biologiste marin et elle s'intéresse à ces questions depuis plusieurs décennies. Spécialiste de la lumière vivante, elle a été l'une des premières à l'étudier sous l'eau. J'aimerais pouvoir décrire comment c'est en bas, pour permettre aux gens de le ressentir de la même manière que moi. Il y a des fusées, des explosions d'étincelles et des projections de fumée bleue et des longues chaînes de siphonophores qui sont comme des chaînes de méduses et qui ressemblent à des lanternes japonaises s'étendant à perte de vue. C'est magique. Elle a mis au point sa propre méthode pour déclencher ces spectacles lumineux sous-marins. Elle a monté un grand écran à l'avant de son submersible. Les créatures qui le touchent s'illuminent et la chercheuse peut alors les filmer en basse lumière. Au fil des ans, ce dispositif ingénieux a contribué à lever le voile sur certains des habitants les plus étranges des abysses.
depuis les méduses jusqu'aux holothuries. L'océan est le plus vaste habitat naturel de la planète, et de loin. C'est un environnement très inhabituel. Il n'y a pas d'arbres ni de buissons pour se cacher. Et pourtant, on y joue aux mêmes parties de cache-cache que sur la terre ferme. C'est là qu'intervient la bioluminescence. Dans ces profondeurs obscures, la lumière semble jouer un rôle essentiel. Et les êtres vivants ont appris à l'utiliser de différentes façons et pour différentes raisons. Il existe par exemple des micro-organismes, les dinoflagellés, qui s'allument à l'unisson chaque fois que l'eau autour d'eux est perturbée, reproduisant ainsi la forme de ce qui les traverse. Ce spectacle inoubliable est réservé à quelques élus. Mais face aux prédateurs, tels que les crevettes, c'est aussi un indicateur de mouvement. Il suffit d'un geste pour que la lumière s'allume et trahisse le remplacement. Quant aux prédateurs, ils deviennent à leur tour la proie de toutes sortes de créatures, comme la seiche. Certaines crevettes possèdent cependant leur propre mécanisme de défense lumineuse. En cas d'attaque, elles envoient de grands éclairs de lumière pour désorienter l'ennemi. Beaucoup d'animaux sont capables d'utiliser la luminescence de cette manière. On a des crevettes qui projettent la lumière par la bouche, comme un dragon crachant du feu, pour aveugler temporairement leurs prédateurs, tout en s'éloignant dans l'obscurité. Plutôt que d'aveugler leurs prédateurs, une grande variété d'animaux marins, depuis les calmars jusqu'aux requins, utilisent la lumière pour se dissimuler. On appelle ça la contre-illumination. Ça peut paraître illogique, mais il faut visualiser la façon dont les poissons qui nagent à proximité de la surface apparaissent aux yeux des prédateurs qui rôdent en dessous d'eux. Leur silhouette se détache en contre-jour sur la lumière du soleil ou de la lune. Il y a beaucoup d'animaux marins dont le ventre émet une bioluminescence qui reproduit exactement la couleur et l'intensité de la lumière du soleil à travers l'eau de mer. Dès qu'il est dans la lumière, l'animal disparaît. C'est une véritable cape d'invisibilité. Ils disparaissent purement et simplement. Les ostracodes, qui sont des crustacés microscopiques, font un usage plus extravagant de la lumière. Ils s'en servent pour se distinguer et impressionner le sexe opposé. Les ostracodes font à peu près la taille d'une graine de sésame. Et ils produisent une quantité de lumière incroyable pour un si petit organisme. Ils font gicler un petit point, s'éloignent, puis ils en font gicler un autre et encore un autre. L'espacement des points est propre à chaque espèce. Il permet à la femelle de savoir avec quel mâle elle peut s'accoupler. C'est comme quand on écrit dans le ciel, sauf que c'est de la lumière. C'est magnifique. Mais la lumière ne sert pas qu'à séduire. De nombreux poissons l'utilisent pour se nourrir. C'est le cas d'une créature bioluminescente particulièrement célèbre. What is it? It's so pretty. Souvenez-vous du monde de Nemo. Good feelings gone. Cet appât est conçu pour attirer un poisson ou une petite crevette qui vient l'avaler
et se fait happer par un piège vivant aux dents acérées. Appât, détecteur de mouvement, camouflage. Les différentes formes de bioluminescence font des abysses un véritable Times Square aquatique. La bioluminescence était un outil disponible, et on s'est dit, on pourrait en faire ceci ou cela. Ils s'en servent pour trouver de la nourriture, pour ne pas être mangés, pour séduire, et enfin pour communiquer. Tout comme ces signaux communiquent avec nous. C'est très important non seulement pour l'individu, mais aussi pour l'espèce. Malgré les risques, la lumière illustre brillamment la théorie de Darwin sur l'évolution. Des bactéries jusqu'aux méduses et aux poissons, elle favorise la survie des êtres vivants. Cependant, la question reste entière. Comment la première étincelle de lumière vivante a-t-elle surgi ? Pour le savoir, les scientifiques se sont tournés vers un autre groupe de créatures bioluminescentes, à la fois plus familier et plus facile à étudier. Les animaux terrestres ont développé leurs propres usages de la lumière. Arachnocampa luminosa, par exemple. Comme les poissons pêcheurs des abysses, ces larves de mouches attrapent leur proie en allumant des milliers d'étoiles au plafond des grottes de Nouvelle-Zélande. Cette voûte étoilée leurre les diptères et les phalènes, attirés par la lumière. Dès qu'ils s'approchent, ils s'engluent dans les fils de capture verticaux imprégnés de mucus. D'autres créatures bioluminescentes, comme ce myriapode de la Sierra Nevada, utilisent la lumière non pour attirer leur proie, mais plutôt pour signaler un danger et décourager les prédateurs. Le mille-pattes sécrète du cyanure. Son éclat radioactif décourage les éventuels prédateurs. Et puis, il y a une parade qui nous est tout à fait familière. Les flashs lumineux des lucioles sont une des stratégies de séduction les plus complexes jamais développées. Le nec plus ultra de la déclaration d'amour. Les lucioles mâles déclenchent une réaction chimique dans leur abdomen qui leur permet de s'allumer et de s'éteindre à volonté. Si tout se passe bien, la femelle répond en s'allumant à son tour. Biologiste à l'université de Floride, Mark Branham étudie ce langage amoureux sophistiqué depuis 15 ans. C'est comme déchiffrer un code. Un code secret en 2 parties. Quand on étudie soigneusement la séquence de ces flashs, on retrouve des caractéristiques normalisées. Ce sont sans doute les éléments du signal qui disent « J'appartiens à l'espèce suivante ». L'une des 2000 espèces que compte la famille des lucioles, qui sont en fait des coléoptères. L'autre partie du signal varie énormément selon les individus. Cette deuxième série de flashs est personnalisée. La fréquence change d'un individu à l'autre au sein d'une espèce donnée.
Les mâles disent aux femelles « J'appartiens à telle espèce et voici quelques informations sur moi ». Après, ce sont les femelles qui choisissent. Elles sont entourées de mâles qui clignotent et elles voient toutes sortes de variations dans les signaux. Certains sont plus sexy que d'autres et ce sont eux qui obtiennent un flash lumineux en réponse. Grâce à leurs yeux énormes, façonnés au fil du temps pour détecter la moindre trace de lumière, le mâle voit la réponse et localise ainsi la femelle. Il lui envoie à nouveau un signal, elle lui répond et ils échangent ainsi jusqu'à ce que le mâle détermine sa position exacte et vienne se poser à côté d'elle. C'est la Saint-Valentin. C'est le même principe que les oiseaux qui font la roue ou qui chantent et croassent. Pour optimiser ses chances en matière de reproduction, il faut sortir du lot. Et la lumière est un excellent moyen d'aller droit au but. On ne peut pas rater un flash par une chaude nuit d'été. Mais comment les lucioles et les autres animaux lumineux, qu'ils soient terrestres ou marins, produisent-ils ces éclairs de lumière? Les coléoptères luminescents ont été les premiers à nous éclairer sur la question. En 1885, alors qu'il travaille sur un cousin de la luciole appelé pyrophore, le biologiste français Raphaël Dubois parvient à identifier le mécanisme chimique de sa luminosité. C'est le résultat d'une réaction entre deux substances qu'il nomme d'après Lucifer, le porteur de lumière. La luciférine fait office de combustible, un peu comme de l'essence. Tandis que la luciférase, qui est une enzyme, déclenche la réaction à la manière d'une bougie. Lorsque ces deux substances sont associées en présence d'oxygène et d'autres éléments clés, elles réagissent. Et le surplus d'énergie est libéré sous forme de lumière. Depuis un siècle, ce mécanisme d'émission lumineuse a été retrouvé un peu partout dans le monde naturel, sur Terre et sous les mers. C'est dire si ces ingrédients sont facilement accessibles. Les composants chimiques diffèrent d'une créature à l'autre, mais le principe du combustible et du déclencheur reste le même. Chez les lucioles et les larves, comme chez les méduses, les poissons, les escargots et même les champignons. C'est un phénomène si courant qu'il a évolué indépendamment sur différentes branches de l'arbre phylogénétique à plus de 40 reprises. Ça part des bactéries unicellulaires et ça remonte aux étoiles de mer et aux méduses, jusqu'aux vertébrés, aux poissons. Ça a évolué plusieurs fois sur différentes lignées. Si ce n'était pas important, on n'en verrait pas sur tout l'arbre du vivant. En matière de survie de l'espèce, rien ne peut rivaliser avec la lumière. Mais il existe plusieurs variétés de lumière vivante. Dans les îles Salomon, les chercheurs du Muséum américain d'histoire naturelle se préparent à l'étudier sous une autre forme. Contrairement aux créatures bioluminescentes des abysses, les habitants des eaux peu profondes ne produisent pas la lumière eux-mêmes. Ils emmagasinent la lumière émise par une source externe et la restituent dans une autre couleur. On appelle ça la biofluorescence. Si vous avez déjà dansé sous une lumière noire ou regardé une empreinte apparaître dans une série policière, vous connaissez le concept.
Les substances chimiques fluorescentes ont une façon particulière d'absorber la lumière. Au niveau atomique, la lumière éjecte les électrons sur des orbites plus énergétiques autour du noyau. Lorsqu'ils regagnent leur orbite d'origine, quelques milliardièmes de secondes plus tard, les électrons fluorescent. Ils réémettent la lumière à un niveau d'énergie plus faible, produisant ainsi une couleur différente. Les animaux fluorescents fonctionnent de la même manière. Sauf que ces composants chimiques, en général des protéines fluorescentes, sont présents dans leur peau et d'autres tissus. La biofluorescence est une propriété étrange. Ces animaux ne produisent pas de lumière. On leur envoie une lumière d'une couleur et ils en produisent une autre. C'est un phénomène rare. Contrairement à la bioluminescence, la biofluorescence nécessite la réunion de certaines conditions pour avoir lieu dans la nature. Pour commencer, elle a besoin de la lumière du soleil. Mais pas telle que nous la connaissons à la surface. Lorsqu'elle touche le sol, la lumière du soleil contient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, comme on peut le voir en l'observant à travers un prisme. Chacune de ces couleurs correspond à une longueur d'onde spécifique. Mais dès que la lumière entre dans l'eau, les choses se corsent. L'eau agit comme un filtre et les différentes longueurs d'onde n'y pénètrent pas toutes à la même profondeur. Les grandes longueurs d'onde, comme les rouges et les oranges, sont les premières à disparaître. Puis les jaunes et les verts. Pour finir avec un océan de bleu. Cette lumière d'un bleu très pur est le déclencheur idéal de la fluorescence. Ils prennent la lumière bleue qui leur parvient dans l'océan et la convertissent en vert et en rouge. C'est ce qui leur donne cette couleur, ce contraste. Selon leur composition chimique, les protéines fluorescentes émettent différentes couleurs, qui peuvent toutes être difficiles à voir. Des filtres spéciaux sont nécessaires pour empêcher la lumière visible de les camoufler. Ça explique sans doute que ce phénomène soit passé inaperçu pendant si longtemps. On ignore encore comment les animaux utilisent la fluorescence. Chez les coraux, où elle semble être omniprésente, elle pourrait agir comme une sorte d'écran protecteur en défléchissant les rayons UV nocifs du soleil ou en absorbant les sous-produits dangereux de la photosynthèse. Un corail, c'est un rocher recouvert de quelques couches cellulaires bourrées de protéines fluorescentes. Ces animaux consacrent beaucoup d'énergie à les produire. Pourquoi? C'est un mystère. On a longtemps pensé que la fluorescence n'existait que chez les coraux et chez certaines méduses. Mais des études récentes montrent qu'elle est sans doute beaucoup plus répandue. Et en 2012, alors qu'il filme une mosaïque de coraux fluorescents dans les îles Caïmans, David Gruber et John Sparks font une incroyable découverte. Il était 10 heures du soir et on plongeait sur le mur de corail à environ 25 mètres de profondeur. On prenait plein de photos du récif corallien pour pouvoir faire un montage. Et cette nuit-là, quand on est revenu au laboratoire et qu'on a observé les clichés, on a découvert une énorme anguille fluorescente sur une des photos. C'est la première fois qu'ils voient un poisson fluorescent. On s'est demandé ce que c'était. On croyait que le photographe qui nous accompagnait avait utilisé Photoshop pour nous faire une blague. Non, non. J'augmente la lumière? Au départ, on n'y a pas cru. On pensait qu'il devait y avoir une saleté sur l'objectif. En fait, il y avait une anguille fluorescente qui s'était incrustée sur notre photo. Je m'approche d'eux. L'anguille leur ouvre les portes d'un nouveau monde. Ça continue à s'allumer. Armés de lumière bleue et de filtres jaunes, ils commencent par traquer la fluorescence près de chez eux, dans les aquariums. Ah, lui là.
et ils la découvrent partout, tout le long de la chaîne alimentaire. Non, regardez ça. Chez les hippocampes, les raies et même certains requins. Ah, pas mal. T'as filmé le requin? Qu'est-ce qu'il brillait? Autant de créatures qui cachaient leur véritable couleur. C'est fluorescent. On le voit d'ici. On se demande comment on a pu passer à côté de ça. Tout ce qu'on voit, c'est un poisson coloré. Pour savoir qu'il est fluorescent, il faut se poser la question, mais quand on commence à chercher, c'est partout. Pour évaluer l'importance de la fluorescence, les scientifiques ne peuvent plus se contenter des aquariums. Ils doivent l'étudier dans son milieu naturel. C'en est plein. J'ai coupé un morceau de récif. Ces petites créatures sont des blennies. Ce qui est bien, c'est que tous ces groupes sont très fluorescents. Ces poissons se ressemblent, mais ils appartiennent à des espèces distinctes. Et si on les met sous une lumière fluorescente, ils sont très différents. Dans le bleu monotone des profondeurs sous-marines, les taches et les rayures fluorescentes sont peut-être comme des codes-barres qui indiquent en secret l'identité de leurs propriétaires à d'éventuels partenaires. Cette théorie séduit les chercheurs, surtout depuis qu'ils ont observé de plus près les yeux des poissons. Contrairement aux êtres humains, la plupart des poissons fluorescents ont les yeux équipés d'un filtre jaune qui sert à bloquer le bleu ambiant de l'eau et fait ainsi ressortir les couleurs éclatantes de la fluorescence. Ce monde qui nous était invisible serait donc flagrant pour les poissons. Le récif corallien est soumis à une concurrence très forte. La biodiversité y est très importante et toutes ces créatures se disputent l'espace. La fluorescence leur permet d'enrichir leur environnement. Et on commence seulement à découvrir le monde qu'ils voient depuis des millions d'années. On va faire un test. Amenez le patient. Pour le neurobiologiste Vincent Pirébonne, la découverte de nouveaux animaux fluorescents est très excitante. Incroyable. C'est génial. Il s'intéresse en particulier aux protéines qui font fluorescer les poissons. Il espère s'en servir pour tracer des cellules nerveuses vivantes afin de cartographier le cerveau humain. L'intérieur du cerveau est une boîte noire. C'est sûrement l'instrument le plus extraordinaire qui existe. Rien ne s'approche des capacités du cerveau humain. Et pourtant, nous n'avons absolument aucune idée de la façon dont il fonctionne. On est donc allé dans l'océan chercher des protéines qu'on pourra mettre dans les cellules nerveuses pour les rendre lumineuses. Et en interprétant ces informations, on saura comment le cerveau fait ce qu'il fait. Les scientifiques ont recours aux protéines fluorescentes pour étudier les mécanismes internes des cellules. Ces travaux ont débuté avec la protéine fluorescente verte, ou GFP, isolée pour la première fois chez cette méduse. La protéine fluorescente verte est comme un petit réflecteur de vélo qu'on peut attacher à n'importe quelle protéine. Et ensuite, on observe en temps réel les mouvements de cette protéine dans la cellule vivante. Pour cela, ils prennent le gène de la protéine fluorescente verte et l'insèrent à l'intérieur des cellules. Une fois qu'elles contiennent ces instructions génétiques, les cellules visées produisent la protéine. Il ne reste plus alors qu'à projeter une lumière bleue pour qu'elle fluoresce en vert. Ça a révolutionné notre capacité à observer l'intérieur de cellules vivantes au niveau protéique.
Récompensée par un prix Nobel de chimie, la découverte des GFP nous permet de mieux comprendre comment le cancer se propage. Ici, des cellules malignes circulant dans les vaisseaux sanguins. Ou encore, comment les virus infectent l'organisme et se multiplient. Ici, le VIH, le virus du sida, passant d'une cellule à l'autre. Les chercheurs peuvent même attacher des GFP à des gènes de virus résistants et les placer dans l'ADN de souris et de chats afin d'évaluer l'efficacité d'un traitement contre le sida, créant ainsi des animaux entièrement fluorescents. La GFP est une découverte magnifique qui fait apparaître les cellules en vert. En gros, ça permet de voir l'invisible. Depuis, les GFP ont été manipulés pour fluorescer dans d'autres couleurs. Ainsi, on peut suivre différentes cellules simultanément. Très vert. Oui, très vert, c'est superbe. Et ce n'est pas tout. Explorant les abysses en quête de nouvelles protéines fluorescentes, les scientifiques ont trouvé diverses couleurs du spectre lumineux. Mais le tissu cérébral humain pose un problème particulier. Il est très dense et aucune des couleurs découvertes jusqu'à présent ne peut facilement le traverser. Les neurobiologistes cherchent donc des couleurs avec une longueur d'onde supérieure, comme le rouge lointain et l'infrarouge. Les rouges sont un peu mieux, ils vont plus loin. Mais l'infrarouge traverse tout le tissu. En neurobiologie, notre but ultime a toujours été de trouver un rouge le plus lointain possible. Exactement. Je l'ai. Il faut absolument qu'on sorte ces trucs de l'eau. Il n'y a qu'ici qu'on en a découvert. Alors on revient chercher d'autres couleurs et d'autres intensités. C'est notre mission. Pour trouver ces créatures lumineuses, les chercheurs plongent de nuit quand aucune lumière naturelle ne perturbe leur vision. On part prélever des échantillons. On cherche de la biofluorescence quelque part dans le récif. On va utiliser cette caméra. Ils stimulent la fluorescence à l'aide d'une lumière reproduisant le bleu des fonds marins pendant la journée. Puis ils bloquent cette lumière bleue en équipant leur masque d'un filtre jaune semblable à celui que l'on trouve sur les yeux des poissons. Comme ça, on est sûr que les différentes créatures qu'on observe dans l'eau sont vraiment biofluorescentes. C'est parti? Oui. Les plongeurs doivent descendre à environ 30 mètres de profondeur pour atteindre cette zone particulière baignée de bleu pendant la journée. C'est le meilleur endroit pour trouver des animaux fluorescents. Le récif est spectaculaire, même dans la lumière bleue. Mais lorsqu'on l'observe à travers un filtre jaune, un autre monde surgit. Un paysage fantastique en technicolor. Vincent Piribone et David Gruber cherchent de nouvelles sources de fluorescence. On observe attentivement le récif et on voit quelque chose. Tout est noir, sauf ces animaux qui restituent la lumière. Coraux, crinoïdes, anémones, poissons, tous restituent la lumière.
Je n'ai qu'à prélever un petit morceau de chaque animal pour séquencer tout son génome et obtenir les informations génétiques dont j'ai besoin. Ils s'intéressent en particulier aux animaux qui fluorescent en rouge, et ils sont nombreux sous l'eau. Mais ils ne sont pas tous utilisables. Pour produire cette couleur rouge, certains ont recours à une combinaison de protéines qui rend l'observation du cerveau trop compliquée. Pour optimiser leurs chances, les biologistes prélèvent un maximum d'échantillons. Après toi. Tu veux bien arrêter le moteur pour moi et t'éloigner du mur? T'étais pas tout seul en bas. Oui, il y avait beaucoup de requins. Je filmais et j'étais là à lui faire de grands signes. Celui qui ressemble à une feuille, là. C'est dingue, t'as vu? On dirait un sapin de Noël. Et j'en ai un autre comme ça. Allons les observer, c'était extraordinaire. Dans le laboratoire du bateau, ils examinent anxieusement leur butin. Là encore, ils reproduisent le bleu de l'océan avec une lumière spéciale et utilisent un filtre jaune. Ça, c'est quoi? Un corail mou? T'es sûr qu'ils sont fluorescents? Oui. Alors, voyons un peu ça. Oh là là, c'est très joli. Les éléments les plus prometteurs sont étudiés au microscope. C'est quoi? C'est fou! C'est un corail? Non, c'est juste une partie. J'aimerais que ce bateau arrête de tanguer. Envoyez un message radio. Dites-leur d'immobiliser le bateau. Les échantillons collectés ne s'avèrent pas toujours fluorescents. Rien. C'est pas du tout fluorescent. Non. Non, pas du tout. Ils isolent cependant plusieurs spécimens verts intéressants et les prennent soigneusement en photo avant de les congeler. Et puis enfin... Ça y est. Du rouge. C'est magnifique. C'est la protéine fluorescente rouge qu'on cherche. Quand on l'éclaire avec une lumière bleue, on obtient une lumière rouge. C'est le principe de la fluorescence. Regardez. Elle est en feu. Ils vont devoir attendre d'être de retour sur la terre ferme pour tenter d'isoler cette protéine fluorescente rouge. Et même s'ils y parviennent, rien ne prouve qu'ils puissent en faire des sondes pour étudier le cerveau. Je suis tout excité là. Regarde ça. C'est pas incroyable? Mais pour l'instant, ils ne s'autorisent pas à espérer plus. La science doit aller de l'avant. De retour à New York, John Sparks et David Gruber récupèrent leurs échantillons dans le congélateur du Muséum américain d'histoire naturelle. Ils commencent à analyser minutieusement plusieurs centaines de spécimens fluorescents. Depuis la découverte de la première anguille, il y a à peine quelques années, les scientifiques ont répertorié plus de 200 espèces de poissons fluorescents. La biofluorescence est présente dans tout l'arbre du vivant. Et comme pour la bioluminescence, on dirait que quelqu'un l'a jetée sur l'arbre et qu'elle s'y est accrochée de façon aléatoire. Il s'agit maintenant d'extraire les protéines de ces différentes créatures en commençant par un peu de tissu. On veut juste isoler un petit morceau du tissu fluorescent. Rien d'autre. Le tissu externe. De là à là. Parfait. Et maintenant, on le met là. Magnifique. À partir de là, ils peuvent isoler les gènes qui produisent les protéines responsables de la fluorescence. Les échantillons les plus prometteurs sont aussitôt transmis à Vincent Piribone. C'est comme ça que les plaques doivent être réparties. Il faut bien les séparer. À Yale, le neurobiologiste et ses collègues s'efforcent d'en faire des outils
pour mieux comprendre le cerveau. Grâce à une manipulation génétique, ils fusionnent les protéines fluorescentes avec d'autres protéines sensibles au voltage, le langage des cellules cérébrales. Il y en a pour 1 heure. Ok. C'est ce qu'ils ont fait récemment avec la protéine fluorescente verte et un cerveau de drosophile moins dense que le nôtre. Il nous faut une protéine qui change rapidement d'intensité, clair, sombre, pour suivre la succession rapide des signaux électriques dans la cellule. Cette protéine lumineuse sensible au voltage a alors été administrée à une mouche. On peut maintenant observer son cerveau à l'aide d'un microscope spécial pendant qu'elle réfléchit. Chaque fois qu'un neurone décharge, le voltage change et l'intensité de la luminosité aussi. Je dois avouer que c'est très excitant d'être là et de pouvoir observer le cerveau d'un être vivant fonctionner en temps réel. Contrairement aux scanners traditionnels qui mesurent l'activité de l'ensemble du cerveau, ces éclairs lumineux et colorés sont les premières images directes de l'activité électrique de neurones individuels dans un cerveau vivant. La base de tout comportement. Là, c'est une mouche qui découvre une nouvelle odeur, qui s'endort, qui s'éveille. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pu visualiser qu'une poignée de neurones, très loin des 86 milliards qui font fonctionner le cerveau humain. Mais selon Vincent Peerybone, c'est une avancée conséquente pour comprendre comment notre cerveau gouverne nos actes et conditionne nos pensées. L'activité des cellules nerveuses détermine la conscience, la mémoire, le comportement, la personnalité. Tout ce qu'on fait découle de là. Ne pas comprendre ça, c'est un crime. Aujourd'hui, grâce à ces sondes, on va pouvoir enregistrer chaque neurone. Pour cartographier un organisme plus évolué qu'une mouche, il manque cependant un ingrédient clé, les fameuses protéines fluorescentes rouges. Le cerveau d'une mouche est petit et relativement transparent. Les protéines fluorescentes vertes peuvent facilement le pénétrer. Mais pour un encéphale plus volumineux et plus complexe, les scientifiques ont besoin d'infrarouge. Le but, c'est de pouvoir projeter un rayon rouge lointain qui pénètre mieux le tissu. Tout le monde veut du rouge. Il faudra des années pour explorer les centaines d'échantillons prélevés dans les îles Salomon. Les chercheurs s'efforcent toujours de purifier le corail rouge vif qui les a tellement enthousiasmés sur le bateau. Mais parmi les membres de la famille des poissons lézards, ils en ont pêché un qui semble assez bien fluorescer dans le rouge lointain. Apparemment, cette fluorescence est l'œuvre d'une seule protéine que Vincent Peerybone espère modifier rapidement pour illuminer les neurones. Ces outils que nous développons et que d'autres labos développent nous permettent de voir des choses que nous voulions voir depuis la naissance des neurosciences il y a 100 ans. Pour la première fois, on peut suivre le processus en temps réel. Et les promesses de la lumière vivante ne se limitent pas au cerveau. Partout dans le monde, des scientifiques se penchent sur ces différentes applications. En Floride, Eddie Weider utilise des bactéries bioluminescentes pour mettre en évidence la pollution. Les toxines présentes dans l'eau polluée interfèrent avec la faculté des bactéries à produire de la lumière. Plus l'eau est polluée, plus la lumière est faible. On a donc une mesure relative de la toxicité. La biologiste prélève des échantillons de sédiments dans les estuaires menacés et les mélange avec des bactéries bioluminescentes pour mesurer la lumière qu'elles libèrent. Cette méthode permet de détecter la pollution rapidement et à moindre coût.
d'autres chercheurs ont modifié des gènes de lucioles dans l'espoir de créer des arbres bioluminescents qui éclaireront peut-être nos villes un jour. Un autre laboratoire a utilisé des bactéries marines pour produire un éclairage sans électricité. Et même si l'on est très loin d'un traitement contre le cancer ou d'une cartographie du cerveau, une entreprise a mis la bioluminescence à la portée du grand public avec une glace vert fluorescent qui coûte la bagatelle de 200 € la boule. Quant à Vincent Peerybone, David Gruber et John Sparks, ils prévoient déjà un nouveau voyage dans le Pacifique Sud et dans d'autres coins reculés de notre planète, en quête d'animaux lumineux, à la fois bioluminescents et biofluorescents. Les êtres humains ne peuvent pas les fabriquer ex nihilo. Nous avons besoin de ces coraux et de ces poissons pour trouver les molécules qui nous permettront d'éclairer les mécanismes internes de notre corps. Je trouve ça incroyablement génial. Nous commençons seulement à découvrir les lumières cachées de ce monde mystérieux. Qui sait quelles splendeurs éblouissantes nous attendent encore? Mais grâce à ces incroyables créatures, notre espèce semble désormais promise à un brillant avenir.